Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Dornano. Sébastien qui est le fondateur de Yomoni. Bonjour Sébastien, comment vas-tu ? Très bien, bonjour Laurent. Alors dans un premier temps, je vais te demander de te présenter. Sébastien Dornano, 50 ans, marié, 2 filles magnifiques, 25 ans d'asset management, avec un passage dans le monde du conseil et puis après une première aventure entrepreneuriale à la financière de l'échiquier depuis 10 ans dans cette aventure magnifique qu'est Yomoni. Super, alors qu'est-ce que Yomoni ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Qu'est-ce que c'était au départ et qu'est-ce que c'est maintenant ? Alors quand on a fondé Yomoni en 2015, le cœur du réacteur, c'était une société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF. C'était la première chose qu'on a fait, on est allé chercher l'agrément de l'AMF. Société de gestion de portefeuille spécialisée dans la multigestion indicielle, c'est-à-dire les mandats basés sur des ETF. Et puis ça c'était 2015 et au fur et à mesure, on a proposé ces mandats dans un certain nombre d'enveloppes fiscales. Et on a étoffé la plateforme digitale qui nous permet de dialoguer avec nos clients en particulier pour leur offrir des mandats à la fois dans les PEA, les PER, les comptes titres, les assurances vie, et puis étoffer ces mandats avec d'autres actifs que simplement les ETF. Et donc au fur et à mesure, on s'est mué d'un spécialiste de la multigestion indicielle à une plateforme de gestion en ligne qui adresse un nombre de besoins et de réponses beaucoup plus larges qu'au départ. Ok, ce qui fait aujourd'hui que vous êtes plutôt considéré comme une fintech. On a toujours été considéré finalement comme une fintech parce que lorsqu'on a lancé la société de gestion, on a eu tout de suite une plateforme digitale et on a surfé sur 2 vagues qui étaient l'émergence des ETF en France. En 2015, il n'y en avait pas beaucoup. Et puis sur le fait qu'on a été les premiers à digitaliser l'expérience d'épargne, typiquement les souscriptions en assurance vie, etc., qui étaient toutes papier à l'époque. On les avait déjà digitalisées en 2015. Donc on était déjà un peu fintech, mais c'est vrai que le cœur du réacteur de notre valeur ajoutée était sur le mandat. Il reste toujours très fort, mais on a étoffé cette gamme et on a étoffé aussi l'expérience du client au niveau digital. Alors tu disais justement qu'au moment de la création de Yomoni, les ETF étaient encore assez peu répandus en France. J'aimerais bien qu'on parle un peu plus en détail justement des ETF aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler de thèses d'investissement avec les ETF et aussi dans quelle mesure ces ETF peuvent répondre à des besoins d'investissement précis au-delà de la grande diversification qu'ils offrent ? Alors effectivement en 2015 c'était très peu connu parce que très peu référencé, et ça reste encore assez peu référencé, mais maintenant les gens les connaissent, donc ça c'est déjà une première chose. Il y a une vraie phase d'évangélisation qui s'est passée depuis ces 10 dernières années. C'est bien sûr des produits qui sont peu coûteux, très diversifiants. La question que tu poses sur est-ce que je peux aller cibler une thématique particulière, un secteur particulier grâce à un ETF, bien sûr. Là, nous, on dit faites attention, c'est que dans le cadre d'un choix d'un ETF précis, sur un secteur précis ou une thématique précise, l'essentiel est dans l'indice. C'est-à-dire qu'en fait, un ETF, ça a vocation à répliquer la performance d'un indice. Et donc, il ne faut pas se leurrer sur ce qu'il y a dans l'indice. On peut avoir des indices thématiques qui sont finalement beaucoup plus larges que ce qu'on pense. Et on a des secteurs qui sont plutôt sexy. Je vais prendre le cas classique de Nvidia qui est toujours très à la mode. On peut mettre du Nvidia dans tous les secteurs parce que quelque part il y a un peu d'IA dans tous les secteurs et donc il faut juste le savoir lorsqu'on fait un choix. Donc bien sûr qu'on peut s'exposer. Je pense à certains, par exemple BNP Paribas a sorti un bel ETF sur la partie défense avec un beau choix de sélection en limitant vraiment et en excluant les armes non conventionnelles. Voilà, si je veux m'exposer à la défense, c'est un exemple. Voilà un ETF qui est intéressant. Mais soyons vigilants et prenez vraiment le temps de regarder dans l'indice ce qu'il y a vraiment parce que la thématique, c'est toujours un produit un peu marketing qui permet de surfer sur une vague. Il faut être vigilant sur ce qu'il y a à l'intérieur. Et au-delà de la liste des entreprises qui sont présentes dans l'indice, est-ce que c'est aussi possible d'avoir accès au poids qu'elles représentent chacune ? Oui, bien sûr. Alors généralement, soit on précise le poids, soit on précise la méthodologie. Soit c'est QI pondéré, soit c'est la market cap qui pondère. Ça, c'est les grands classiques des MSCI World ou autres. Elle est toujours explicité, cette référence. Mais prenez le temps, lorsque vous voulez choisir une thématique ou vraiment éditorialiser votre portefeuille grâce à un ETF, regardez ce qu'il y a derrière l'indice. Parfois même, c'est des indices maison que les sociétés de gestion ont créés par elles-mêmes. Et donc, il faut comprendre comment elles fonctionnent avant d'investir parce que vous pourriez avoir des désillusions, en tout cas un désalignement entre ce que vous imaginez et ce qu'il y a réellement dans le portefeuille. Okay. Et vous, chez Yomoni, vous référencez des ETF. Est-ce que vous avez une thèse spécifique dans le choix de vos ETF ou finalement vous êtes assez agnostique, assez large ? Alors sur les 4500 ETF qui sont disponibles sur le marché français, on fait bien sûr un screening qui est double, c'est-à-dire qu'on a plusieurs parties. On a la partie bien sûr algorithmique où on récupère toutes les données autour de ces ETF, on les trie, on les sélectionne, on les priorise. On fait un travail de due diligence avec les fournisseurs d'ETF parce que chacun a sa méthode pour répliquer. Donc ça fait déjà un certain nombre de filtres. On laisse le temps aussi à l'ETF. Il y a beaucoup de lancements d'ETF. Il faut laisser un peu l'ETF vivre pour vérifier qu'il a une tracking différente, une différence par rapport à l'indice qui est plutôt pertinente. Il peut être même mieux disant que la performance de l'indice. Donc on regarde tout ça. Et après, on a une vision avec des ETF qui sont sectoriels et géographiques. Et puis on propose un certain nombre de thématiques, à la fois à la demande de nos clients.
on parlait de la défense, c'est intéressant. On a des ETF qu'on regarde aujourd'hui autour de l'énergie nucléaire parce que c'est une thématique et il y a des ETF autour de ça. Donc on va aller piocher et un des valeurs ajoutées que nous on pense pouvoir apporter, c'est effectivement sur une thématique précise de savoir sélectionner selon nous le meilleur ETF qui existe sur la place. Ok. Tu disais tout à l'heure qu'il y a 10 ans, on connaissait à peine les ETF. Aujourd'hui, c'est quoi le contexte? C'est mieux connu? Est-ce que c'est plus facile d'accès? Ça a permis de démocratiser beaucoup l'investissement, mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, ce qui est assez fascinant dans l'ETF en France, c'est qu'on était très en retard. Alors, le leader, c'est clairement le marché américain. Il faut avoir en tête que dans le patrimoine des particuliers américains, il est composé à 55% d'ETF. Donc, c'est la grande majorité des investissements des Américains. Il est très présent au UK, il est très présent aussi en Allemagne, moins en France. Et au fur et à mesure, en fait, on s'est rendu compte qu'il était de plus en plus connu parce que la source d'information des épargnants français a changé. Pendant très longtemps, et encore en 2015, la principale source d'information de l'épargnant français, c'était son conseiller, souvent bancaire. Et bien sûr, il ne mettait pas en avant l'ETF parce qu'il n'en disposait pas. Il n'était pas proposé dans la banque et donc il n'en parlait pas. Aujourd'hui, la formation, en particulier de la génération 20-30 ans, elle se fait en ligne, elle se fait avec un certain nombre de canaux d'information dont les réseaux sociaux font partie. Et là, les ETF sont très mis en avant. Donc il y a une vraie rupture générationnelle. Il est plébiscité par les plus jeunes et d'ailleurs, il devient la porte d'entrée de l'investissement pour démarrer. Mais il commence aussi à être connu par les cadres quinquas qui commencent à s'y intéresser, se rendent compte que parfois, par rapport à ce qu'ils ont en portefeuille, ça paraît plus diversifiant avec un couple rendement-risque plus pertinent. Et donc, on commence à rentrer dans une adoption massive. La seule limite de l'adoption aujourd'hui en France, c'est le référencement de ces ETF dans les enveloppes fiscales qui sont quand même un des nœuds français de l'investissement. Il est bien sûr très disponible dans le compte titre et PEA parce que là-dessus, il n'y a pas de limite. Par contre, chez les assureurs, en fonction des contrats d'assurance vie, vous allez avoir plus ou moins accès à un nombre large d'ETF. Et c'est là où il peut y avoir encore un goulet d'étranglement pour faire en sorte que ça soit de plus en plus plébiscité par les épargnants français dans leur portefeuille. Et comment est-ce que tu expliques justement ce changement de source d'information? Quelles sont les informations? Alors, tu sais que les informations Internet, mais est-ce qu'il y a des influenceurs ou des canaux clés? Oui, il y a beaucoup d'influenceurs autour de la finance aujourd'hui. Beaucoup ont utilisé l'ETF comme un de leurs chevaux de bataille pour aller éduquer, en tout cas informer les épargnants, parce que c'est vraiment une partie qui était relativement peu connue. Donc ça c'est très important. Il y a quand même un certain nombre maintenant de newsletters auxquels les gens sont abonnés autour de la gestion de leur patrimoine. Alors ça peut être sur des thématiques, sur des problématiques de vie particulières, mais en tout cas, il y a une littérature qui est très forte. On a aujourd'hui l'IA qui permet répondre quand même à un certain nombre de questions en allant justement agréger toutes ces sources et en proposant des solutions. Ce qu'on dit toujours, c'est qu'il faut quand même bien vérifier ces sources, que ça soit un influenceur en ligne, que ça soit l'IA. Assurons-nous que les sources qui sont derrière sont quand même de qualité, assurons-nous que les chiffres sont fiables. Et ça change la donne parce qu'effectivement, vous sortez du carcan du conseiller qui était l'unique point d'entrée, qui avait forcément un filtre commercial, donc il allait vous parler essentiellement de ce qu'il allait pouvoir vous proposer ou vous vendre. Aujourd'hui, vous avez un panel très très large. Après, charge à l'épargnant de faire le tri. Et c'est vrai que dans les éléments principaux qui sont mis en avant, les ETF sont quasiment la thématique numéro 1 de la plupart de ces influenceurs. Ce qui ressort aussi beaucoup dans ces discours-là, souvent, c'est la mise en avant du MSCI World par rapport aux autres. On dit un peu, quitte à diversifier, on prend MSCI World, il y a tout dedans et puis on n'en parle plus. Vous, c'est pas le choix que vous avez fait avec Yomoni. Nous, le choix qu'on fait, c'est qu'on est convaincu que l'ETF est un outil, une brique formidable dans son portefeuille, mais qu'il faut savoir les composer et il faut savoir les allouer. C'est pour ça que nous, on propose essentiellement à 95%, nos clients sont investis dans des mandats ETF qui sont pilotés par notre équipe de gestion en interne. Et la différence entre se dire, tiens, je me rends un MSCI World et c'est réglé, il y a déjà une notion d'exposition au risque. Si le MSCI World, c'est du 100% action, donc ça peut convenir sur des horizons long terme, mais on peut avoir envie d'avoir plutôt une composante un peu moins agressive en termes de risque et on va vouloir composer avec des produits de taux et des produits actions. Et là, il va falloir démultiplier les ETF pour réussir à trouver un bon équilibre. Au sein de ces ETF, on va vouloir aussi peut-être pondérer un peu plus certaines zones géographiques sans jouer, sans spiler, sans faire du trading en temps réel, mais sur des grandes tendances de fond, on peut se dire que de temps en temps, c'est plus intéressant d'aller sur les US que sur l'Europe, ça peut être plus intéressant d'aller sur un secteur que d'autres. Ce qu'on fait vraiment à la marge, nous on s'autorise 5% de variation sur ce type de biais, mais on pense que ça a vraiment du sens. On a dans le MSCI World, en ce moment c'est flagrant depuis le début de l'année, la notion de couverture de change.
Nous, dans notre portefeuille, on est couvert à 50%. Ça nous fait du bien cette année où effectivement on a des variations fortes de change. Donc le MSCI World, il faut savoir si je le prends couvert ou pas couvert. Et puis on l'a dit tout à l'heure, la notion de pondération. Aujourd'hui, vous avez des MSCI World qui sont pondérés par la market cap, ce qui fait qu'on connaît les 7 magnifiques, les grandes valeurs qui ont très très bien performé, mais qui pèsent maintenant très lourd dans les indices. Et donc ça veut dire que cet effet de diversification qu'on estimait très fort est un peu réduit, voire beaucoup réduit à cause de ça. Et nous, on a tendance maintenant à réintégrer des MSCI World équipondérés qui limitent effectivement le poids de ces grosses valeurs dans l'indice, parce qu'on estime que là, on perd la promesse de diversification. Et enfin, ce qu'on appelle nous l'allocation technique, c'est que parfois, il est plus intéressant de décomposer une grande zone géographique, voire le MSCI World en sous-zones, parce que les gisements d'ETF sont plus profonds. Les ETF plus précis sur des zones ou des secteurs plus précis sont généralement avec un meilleur couple rendement-risque et un accompagnement par rapport à l'indice qui est meilleur. Et donc nous, on a tendance à vouloir toujours décomposer des grandes zones en sous-zones parce qu'on se rend compte que c'est plus efficace, même à allocation géographique égale. Donc c'est le travail qu'on fait. Sélection, allocation stratégique long terme, donc taux action, allocation tactique sur quelques zones à hauteur de 5% et allocation technique où on va décomposer des zones pour aller chercher des meilleurs ETF en dessous. C'est ça la valeur ajoutée de notre mandat aujourd'hui. Et puis la dernière partie qui est quand même importante, c'est l'exécution des ordres. Il faut savoir que les ordres ils sont exécutés, vous achetez et vendez avec des fourchettes. Et c'est important de vérifier qu'à ce moment-là, vous ne perdez pas de valeur, en tout cas que les frais de frottement sont le plus limités possible. Et là, on fait appel à des tables de négociation, des brokers spécialisés. On trace les ordres pour s'assurer qu'on est vraiment, les ordres de nos clients sont exécutés dans les meilleures conditions. Ok, très clair. Merci beaucoup. Dans le sujet des ETF aussi, on a entendu pas mal ces dernières années des limites émerger. Alors d'un point de vue macro, plutôt la critique qu'il peut y avoir sur les investissements massifs en ETF et le poids que ça peut représenter dans les tables des grosses boîtes. Et aussi d'un point de vue peut-être plus individuel, les limites que ça peut représenter de faire que de l'ETF. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors il y a eu bien sûr plein de critiques sur les ETF. Parce que ça remet aussi en cause une partie du monde de la gestion qui est la gestion active, qui est un peu spécifique. On dit souvent qu'effectivement, quel serait le monde de l'investissement si demain, ce n'était plus que des ETF et des sociétés de gestion qui faisaient des ETF qui investissaient. La limite et le meilleur exemple, c'est les États-Unis, qui a quand même un modèle ETF très saturé. On est aujourd'hui à 55% du patrimoine. Il reste encore 45% en gestion active et on n'atteindra jamais les 90 ou 100%. Donc il y aura toujours de la gestion active en fonction de la gestion passive. N'imaginons pas, alors encore plus en Europe qui est en retard. Donc pour l'instant, ça ne sert à rien de se faire peur sur un monde 100% ETF. Ça nous paraît pas possible en l'état. Pourquoi on ne peut pas les atteindre à 80%? Tout simplement parce qu'il y aura de la gestion active en face. C'est-à-dire que même avec un marché comme le marché qui est américain, qui est le plus mature sur les ETF et la gestion indicielle, on se rend compte qu'ils arrivent à hauteur de 55%. Peut-être que ça continuera de grandir, mais il y aura toujours de la gestion active parce que dans les gérants actifs, il peut y avoir plébisciter un gérant en particulier à un moment donné. Il peut y avoir des thématiques ou une façon de procéder qui est particulière et donc ils ont vocation à vivre. Nous, on n'a jamais revendiqué le fait que les ETF devaient représenter 100% d'un portefeuille. On a toujours considéré que c'était complémentaire. On considère que c'est très puissant en termes de diversification des couples rendement-risque. On considère que c'est d'autant plus puissant en France qu'on a effectivement un désalignement sur les frais qui fait que les frais de la gestion active en France sont plus chargés qu'ailleurs. Et donc forcément, quelle que soit la qualité du gérant actif, il doit courir après ses frais pour déjà les rembourser avant de battre l'indice. Et effectivement, il y a une différence de 1 à 2% entre les frais de la gestion active aux États-Unis et les frais de la gestion active en Europe. Donc la partie ETF est d'autant plus plébiscitée et intéressante en France. Après, elle doit représenter une partie du portefeuille. On pense que sur la partie cotée, ça peut quand même représenter une grande partie. On peut avoir ses gérants préférés, on peut avoir ses fonds préférés. Il n'y a pas de raison de ne pas leur laisser de la place dedans. Mais ayez un backbone ETF très diversifié, c'est quand même très rassurant sur le reste. Et ayez des satellites autour. Et de la même manière, avoir du non-coté, avoir du private equity, intégrer aujourd'hui des structurés lorsque c'est pertinent, bien sûr. L'important, c'est de bien diversifier. Et vous avez différentes étapes dans la vie. Nous, on considère que les gens qui démarrent un portefeuille aujourd'hui, un beau mandat ETF très diversifié, bien géré, c'est la meilleure solution, la plus efficace. Et puis, au fur et à mesure que vos patrimoines se complexifient, au fur et à mesure qu'ils s'amplifient, commencez à aller chercher des satellites particuliers parce que vous avez un tropisme là-dessus particulier ou une conviction. Vous pouvez avoir envie de la suivre. Et de la même manière que vous aurez des actifs qui sont décorrélés des marchés cotés, qui auront du sens lorsque, et ça arrivera, les marchés cotés vont être un peu bousculés et vous serez content d'avoir peut-être d'autres produits qui viendront se décorréler. Ok, super intéressant. Dans ce qu'on peut consacrer plutôt à du non-coté ou à l'investissement en direct, il y a des thématiques que tu trouves qui sont particulièrement complémentaires avec de l'ETF aujourd'hui ? Il y a
plein de sujets qui sont intéressants. Dans le non-coté, il faut surtout regarder, là pour le coup, la qualité du gérant et du pipe du gérant et du process de gestion et de l'accès à des dossiers est essentiel. Nous, on travaille avec 2 acteurs qui sont Altaroc et Généo et dans deux types thématiques et façons de faire du private equity différents. Et on pense qu'ils ont tous les deux des très très grandes qualités et ils ont accès à des dossiers, ils savent les gérer, les suivre de manière extrêmement pertinente. Mais là pour le coup, c'est vraiment un métier qui est très humain et de compétences et vous misez sur des équipes. Ça, c'est essentiel. Et dans les produits structurés, il y a plein de choses intéressantes, mais il faut bien regarder comment ils sont composés, il faut vraiment les comprendre, parce que parfois ça peut être très compliqué, donc on peut se dire c'est garanti, j'y vais, je signe. Prenez le temps quand même de regarder tous les scénarios. Les documents maintenant réglementaires sont de plus en plus contraignants pour qu'on vous l'explique autant que faire se peut. Jetez un coup d'œil au frais parce que ce n'est pas les produits les moins chargés non plus et que ça peut avoir un impact sur le sujet. Donc voilà, il faut avoir des réflexes assez classiques, mais ces composantes-là, aujourd'hui, le niveau des taux haut fait apparaître un intérêt non négligeable pour certains produits structurés. Donc ça vaut la peine de les regarder. Et puis après, nous, on considère que private equity, c'est intéressant. Et puis, on commence à sortir de la phase très dure dans l'immobilier. Et donc, dans les mois qui viennent, ça va commencer à être très intéressant de se repositionner sur des actifs immobiliers qui vont retrouver de la valeur qu'ils ont perdu depuis maintenant 24-36 mois. Très clair. Et toi, à titre perso, ça fait maintenant pas mal d'années que tu es chez Yomoni. C'était quoi ton objectif en y allant? Est-ce que tu avais une cause, tu avais envie de défendre ce projet d'ETF? Est-ce qu'il y avait autre chose qui t'animait? Et puis aujourd'hui, comment est-ce que tu te projettes? Moi, j'avais une cause principale, c'était de faire de la finance en étant fier et être capable, dans tous mes dîners, de revendiquer ce que je faisais en estimant que vraiment j'allais chercher l'intérêt de mes clients et l'intérêt des épargnants qui me faisaient confiance. J'ai vu passer certaines crises et j'ai vu certains moments passer où effectivement le monde de la banque et de la finance en France et d'ailleurs ailleurs était largement décrié en considérant que l'intérêt général ou l'intérêt des épargnants et des petits porteurs était parfois largement oublié. Et ça, moi, ça m'a beaucoup marqué. Et donc j'avais à cœur, lorsque j'ai lancé Yomoni, de trouver quelque chose qui aligne 3 éléments essentiels. Bien sûr, l'intérêt de l'épargnant, et l'ETF nous paraissait très pertinent pour des raisons bien sûr de tarifs et d'efficacité. L'alignement aussi des collaborateurs de Yomoni, avoir des personnes qui venaient chez Yomoni, en particulier les conseillers, qui étaient fiers de ce qu'ils conseillaient, qui se sentent à l'aise, qui ne soient pas là en train de bâtonner ou de vendre des produits, mais vraiment de conseiller quelque chose dans lequel ils croyaient vraiment, sur lequel ils pensaient réellement qu'ils rendaient service à leurs clients. Et puis l'alignement avec Yomoni qu'il faut rendre pérenne, parce que ce projet, il n'a du sens que si la structure elle-même est pérenne. On a des clients qui nous font confiance dans des temps longs, on le sait, l'épargne, et en particulier la manière dont on le fait, c'est du temps long. On a plus de 60% de nos clients qui nous annoncent des horizons d'investissement qui dépassent 10 ans. Et donc, il faut que la pérennité de la boîte soit là. Au départ, les gens nous ont fait confiance sur un projet. On a fait un certain nombre de levées de fonds pour nous permettre de croître. Aujourd'hui, on est quasiment à l'équilibre. Et donc, à 2026, la pérennité est assurée. Donc là-dessus, moi, j'ai monté la boîte pour ça. Alignement, avoir des collaborateurs qui étaient fiers de ce qu'ils faisaient, qui pensaient que ça avait du sens, des clients qu'on mettait en avant et sur lesquels on focalisait pour trouver leur intérêt, et puis l'intérêt de la société. Il faut trouver un équilibre financier qui permet qu'elle dure encore longtemps. Et justement, ces clients, peut-être, tu peux nous dire un petit peu... Oui, aujourd'hui, on a un peu plus de 70 000 clients. On a 2 typologies de clients. On a une typologie de ce qu'on disait un petit peu qui était les trentenaires. Alors, le plus amusant, la petite anecdote, c'est que lorsqu'on a lancé Yomoni, les premiers clients qui sont venus nous chercher, ce sont les banquiers, les conseillers, qui connaissaient déjà le produit ETF, qui savaient qu'il n'était pas disponible généralement dans leur établissement et qui sont venus chez nous pour le faire. Donc ça, c'était amusant. On a eu bien sûr tous les early adopters autour de la tech, des plateformes digitales qui étaient sensibles. Mais on a largement élargi et aujourd'hui, on a 2 grands types de clients. On a effectivement ces trentenaires CSP+, forcément, parce que pour avoir la capacité d'épargner sur le long terme et de ne pas ne faire que de l'épargne précaution, il faut aussi avoir les moyens. Donc des jeunes cadres supérieurs, jeunes médecins, jeunes avocats, etc., qui commencent à avoir des surplus financiers et qui font leur premier pas d'investissement long terme avec nous, qui ouvrent leur première assurance vie avec nous, qui ouvrent un PEA, etc., etc. Et puis on a les mêmes à 40-50 ans qui, eux, effectivement, arrivent, ont attendu un petit peu de voir les track records qu'on pouvait avoir, les performances qu'on pouvait avoir, qui avaient besoin d'être rassurés parce qu'ils mettent aussi des montants plus significatifs. Et cette clientèle-là nous a rejoint à partir de 2019-2020. Elle a commencé à arriver. Et en 2022, le message que cette clientèle nous a donné était de dire voilà, c'est très bien, on adore les mandats ETF, on est très content de ce que vous faites. En revanche, on aimerait faire effectivement peut-être d'autres choses. On aimerait pouvoir investir ailleurs et on n'a pas non plus envie d'avoir 6 plateformes différentes en fonction du type d'actifs. Donc on serait très preneur si vous pouviez nous sélectionner un certain nombre de produits à côté des mandats d'ETF en complément en satellite. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure, on a commencé à aller chercher, sélectionner des produits dans le private equity, dans l'immobilier,
là récemment dans les produits structurés, parce qu'on pense que, c'était une demande du client, et je pense qu'on a une valeur ajoutée à en faire la pédagogie et à les sélectionner. Ok, intéressant, effectivement. Il y a eu plein d'avancées, plein de succès. Tu disais que vous êtes à l'équilibre bientôt. Est-ce qu'il y a aussi eu une erreur que tu as commise avec Yomoni depuis le lancement Alors, s'il y en avait qu'une, ça serait génial. Il y en a eu beaucoup. Stratégiquement, on a fait un écart. On va dire, on est allé chercher un marché qui était probablement pas le nôtre, qui était celui de l'épargne salariale. On a voulu proposer de l'épargne salariale. On s'est dit, la mission qu'on s'était donnée au départ, c'est de mettre des mandats ETF disponibles dans le plus grand nombre d'enveloppes fiscales, etc. Et donc, l'une des grandes enveloppes françaises, c'est l'épargne salariale. Et on s'est dit, en fait, en particulier pour les TPE et les PME, ça pourrait avoir du sens de leur proposer une épargne salariale simple, investie en mandat ETF, ce qui est très rare aujourd'hui dans l'épargne salariale. Et c'est avéré que c'était beaucoup plus compliqué que le chef d'entreprise, en particulier la TPE, PME, faire un choix d'un acteur comme ça face à ses salariés, c'était compliqué. Donc on s'est rendu compte que le temps de conseil, le temps à passer et les montants qui étaient en face ne nous permettaient pas de trouver un business model qui avait du sens. Et donc globalement, ça nous a pris à peu près un an, le temps de monter la plateforme, de proposer l'offre, les premiers clients onboardés, et de se rendre compte qu'effectivement on n'arrivait pas à améliorer nos taux de performance et d'efficacité. Et donc on est sorti de ce marché-là. Ça, c'est une des erreurs qu'on a fait. On a appris plein de choses sur ce marché qui est passionnant, mais on préfère à la rigueur équiper, proposer nos mandats de gestion avec des acteurs comme Epsor par exemple sur l'épargne salariale ou sur Generali pour proposer ça à des salariés plutôt que proposer nous-mêmes une offre et la distribuer, ce qui s'avère en fait un autre monde. Ouais, donc vous étiez parti sur un projet plutôt de B2B qui a basculé en B2C. Oui, c'est ça. Alors c'était du B2B, mais vu qu'on visait les TPE, on était rapidement sur des chefs d'entreprise. Donc c'est là où on s'est dit que ça avait du sens dans la prolongation. Et l'erreur qu'on a fait, c'est que, et certains l'ont très bien compris, il faut effectivement viser des ETI et des boîtes un peu plus larges pour trouver justement un équilibre financier dans ce domaine-là. Et que TPE, même si on a 2-5 salariés, le choix d'une épargne salariale, on le fait pour ses salariés, donc ça implique de faire entrer l'expert comptable, de faire entrer beaucoup de monde, et donc c'est des temps de gestation et de réflexion qui sont particulièrement longs, et effectivement, sachant que nous, on a des marges réduites parce qu'on vise effectivement à optimiser la tarification pour nos clients, on n'avait pas un équilibre qui était pertinent dans ce cadre-là. Ok, j'ai une dernière question à te poser, Sébastien. Est-ce que tu peux me donner 3 critères à analyser selon toi pour reconnaître un bon investissement ? Alors le premier critère, c'est le comprendre, ça c'est fondamental, et il faut passer un peu de temps. Les gens ne sont pas toujours appétents à se nourrir des documentations réglementaires, et parfois on n'ose pas poser des questions à son conseiller parce qu'on se dit je ne vais pas avoir l'air intelligent ou sachant, mais au contraire, il faut vraiment poser toutes les questions, bien comprendre les mécanismes, faire les scénarios, et s'il se passe ça, qu'est-ce qui se passe sur ce produit, et s'il se passe ceci, qu'est-ce qui se passe sur ce produit, pour vraiment bien appréhender là où vous allez. Et une fois que vous avez bien compris le produit, bien connaître votre besoin et vos contraintes. Nous, c'est souvent ce qu'on voit chez Yomoni, et les questions, on les pose de plein de manières différentes, en particulier sur la liquidité du produit nécessaire. C'est-à-dire que c'est une chose de dire j'ai un horizon d'investissement à 10 ans, c'est une autre chose de dire oui, mais peut-être que dans 4-5 ans, je vais quand même avoir besoin de cet argent. Et ça, bien se connaître et bien connaître son besoin, et en particulier l'horizon d'investissement, c'est clé, parce que le temps que vous avez devant vous, sans contrainte, c'est autant de risques que vous allez pouvoir prendre parce que vous aurez le temps de rebondir et de gagner et d'avoir la performance que vous visez. En revanche, si vous dites oui, dans l'absolu, j'en ai pas besoin, mais c'est vrai que je vise quand même l'achat d'une maison à 4-5 ans et que je vais peut-être devoir quand même solder ça au cas où, le au cas où, il faut le prendre en compte parce que le jour où ça arrive et que vous êtes peut-être dans un creux de marché haut, vous n'allez pas être content. Donc là, vous allez prendre un peu moins de risques, ou vous allez diviser, vous allez faire 2 poches, une qui est vraiment consacrée à cette vision à 5 ans avec moins de risques, et puis vous savez que là, sur le reste, vous allez pouvoir viser 10 ans. Donc le deuxième conseil, c'est bien connaître son projet d'investissement. Les Français n'auront pas toujours des thématiques, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans du goal-based investing en France, à la différence des États-Unis. On n'est pas dans la côté, voilà, j'ai tel projet, je mets une poche pour l'enveloppe des enfants. On n'est pas aussi structuré que ça. Par contre, se dire, je sais quand même les contraintes que je vais avoir et le cash qui va être libéré à telle échéance, ça c'est un truc fondamental, et ça il faut le mettre en face. Et puis quand je dis bien connaître les produits, appréhender bien les frais et la valeur ajoutée qu'il y a en face. Aujourd'hui, on a un empilement de frais qui est lié à plein de choses différentes, à une fiscalité qui est un peu délirante et qui fait qu'on a des enveloppes fiscales dans tous les sens, au fait que vous ayez plein d'acteurs différents au sein de votre épargne. Vous avez un assureur qui intervient, qui a un certain nombre de rôles et responsabilités, un conseiller ou un courtier qui en a d'autres, une société de gestion qui va vous proposer le produit, et tous ces gens-là amènent de la valeur ajoutée, mettent des coûts en face. Je vais vous faire une petite anecdote. Lors du lancement de Yomoni, vu qu'on est très, très incisif sur la partie tarification,
on a toujours affiché nos frais en grand et on en était plutôt fiers en considérant que c'était vraiment un atout de proposer notre offre à 1,6% par an. La seule problématique, c'est que les premiers retours de nos clients étaient de dire mais en fait j'ai l'impression que vous coûtez plus cher que ma banque traditionnelle. Et là on a refait le travail avec eux, on a dit regardons bien les frais et il s'est avéré comme le schéma assez classique de la banque en France, que leur épargne coûtait entre 2,5 et 4% par an. Mais ils n'en avaient pas conscience. Et donc c'est pour ça que bien appréhender les frais que vous payez, ils peuvent être tout à fait justifiés en fonction de la qualité de service qu'on vous offre sur les différentes couches de frais, mais ayez-en conscience parce qu'on sait que les marchés financiers ont vocation à faire 7-8% par an sur le long terme. Ce n'est pas la même chose de payer 1,5 que de payer 4%, parce que là vous commencez à prendre le risque et en fait la moitié du risque, de la performance que vous avez en face de votre risque, elle est prise par vos intermédiaires et ça c'est beaucoup trop. Très clair. Écoute, merci beaucoup Sébastien. Merci, Aurore. Et à très vite.